L'accumulation, à un certain moment, ça devient une maladie. Quand on a de quoi manger, dormir, etc., l'intérêt de passer de 1 milliard à 2 milliards, de 2 milliards à 20 milliards, de 20 milliards à 200 milliards, je pense qu'il n'existe plus. Le problème, quand on est entrepreneur en technologie, c'est qu'on est sur des marchés winner takes all. Il n'y a pas de deuxième. Quelques jours plus tard, on lit dans le journal que EDF a fait un accord exclusif avec une autre boîte pour faire ce qu'ils nous avaient théoriquement acheté quelques semaines plus tôt. Et en reprenant, on lit le journal et c'est bien notre schéma à nous qui est dans la présentation dans Les Échos. Dans cet épisode, on a la chance de parler avec Marco Bérébi. On va parler un peu de toute sa vie d'entrepreneur et on a eu une conversation passionnante. Marco, c'est un entrepreneur qui a vendu plusieurs sociétés pour plusieurs millions dans des industries totalement différentes. De la medtech en passant par les calculs financiers, mais aussi un CRM à un moment donné. Donc vraiment un parcours passionnant d'entrepreneur. Et puis à côté de ça, une vie un peu différente où il a collaboré avec des artistes comme JR, où il a été collé des pancartes et des affiches géantes en Palestine pendant un moment donné. Et il a fait des films avec lui, ils ont travaillé sur des documentaires. Donc vraiment un personnage qui a une vie passionnante, divisée entre l'entrepreneuriat et l'art. Donc une conversation qui nous a vraiment amené à en vouloir lancer encore plus de projets et faire encore plus. Donc j'espère que ça va vous plaire autant qu'à nous. Bienvenue dans la savane. Marc, bienvenue. Merci. Plaisir de t'avoir. Bienvenue dans la savane. Écoute, on va se lancer directement. Je vais te poser une question moitié philosophique, moitié... comment on va appeler ça ? Moitié philosophique, moitié business d'une certaine manière. Dans une interview, on en parlait avant avec Alizé, qu'on a eu d'ailleurs ici, épisode 13 de La Savane. Comme ça, on sait quel épisode c'est. Tu parles en fait de l'importance de gravir les échelons de la pyramide de Maslow pour avoir un réel impact sur le monde. Est-ce qu'aujourd'hui... tu as cet impact? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es arrivé en haut de cette pyramide et est-ce que tu penses que tu es toujours d'accord avec ce que tu avais dit à ce moment-là et l'importance de gravir justement cette pyramide pour pouvoir faire quelque chose de réel dans le monde? Alors, l'idée de gravir la pyramide de Maslow, c'était de dire à un moment, on doit remplir nos besoins prioritaires, essentiels, c'est-à-dire s'assurer qu'on n'a pas froid, qu'on n'a pas faim, que... donc on a suffisamment mangé, qu'on a un toit, etc. Et qu'après, on peut rester à cet étage-là et continuer à accumuler des toits, de tout, et devenir un écureuil, en fait, et avoir une très grande maison, beaucoup de grandes maisons. Voilà, beaucoup de grandes maisons, beaucoup de comptes en banque, etc. Et mon idée, c'est qu'il faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on a de la sécurité, c'est-à-dire qu'on a un toit, qu'on a de quoi manger, il faut peut-être se poser la question de savoir ce qu'il y a après ça. Et ce qu'il y a après ça, dans la pyramide de Maslow, il y a aussi la réalisation de soi, il y a l'idée d'avoir un impact positif sur le monde. Et c'est un peu ça ce que j'essaie de faire à mon échelle. C'est-à-dire que chacun doit le faire à son échelle, depuis maintenant une vingtaine d'années en fait. Donc oui, je reste convaincu qu'à un moment, il faut arrêter d'accumuler. Et je pense même... si c'est une question philosophique, que quelque part, l'accumulation, à un certain moment, ça devient une maladie. Ça devient une croyance. Ça devient un truc qui dépasse le rationnel. C'est-à-dire quand on a de quoi manger, dormir, etc., l'intérêt de passer de 1 milliard à 2 milliards, de 2 milliards à 20 milliards, de 20 milliards à 200 milliards, je pense qu'il n'existe plus. Je pense que c'est après la création d'une nouvelle divinité, la création d'une croyance, un système de croyances alternatif, etc. Et je pense que c'est dangereux. Ça devrait être traité comme une addiction, mais aujourd'hui, c'est même parfois considéré comme... quelque chose d'intéressant, quelque chose de bien, et, voilà, et on invite les gens à donner leur avis sur le monde parce qu'ils ont beaucoup accumulé. Ils ont beaucoup accumulé, ouais. Ça paraît bizarre. Hein. Ouais, c'est assez juste ce que tu dis. C'est que, en fait, c'est pas rationnel, c'est un peu maladif. Et est-ce que tu penses que d'arriver à ce stade d'impact où tu as la possibilité d'aider les autres et de donner aux autres, est-ce que c'est aussi directement corrélé au bonheur? Est-ce qu'on est plus heureux quand on offre aussi aux autres que quand on pense qu'à soi-même? J'aimerais dire oui, mais je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il y a
C'est-à-dire qu'on se définit chacun un objectif et par rapport à cet objectif, on va trouver son bonheur. Et je crois que quand l'objectif est d'accumuler, on peut être très heureux parce qu'on a plus. Et quand on a un objectif qui est alternatif, on peut être heureux, mais on a aussi des échecs, des réussites, des déceptions, des grands moments, des tensions, enfin tout le reste, quoi. C'est-à-dire puisque on est à nouveau dans un système où on a des rêves, des ambitions et qui peuvent ou non se réaliser. Donc j'aimerais croire qu'on est plus heureux quand on se dit que voilà, on abandonne la course du rat et qu'on va chercher un objectif alternatif qui est de se réaliser et d'essayer d'apporter quelque chose. Mais j'en suis pas sûr. Je vous dirai ça dans une vingtaine d'années probablement. Je m'attendais pas à cette réponse, mais c'est super. C'est vachement intéressant. Et tu vois, donc tu te dis à la fin, quand la fin arrivera, tu pourras nous donner la réponse et dire, bah voilà, en fait, oui, ça a fonctionné pour moi en tout cas. Après, chacun a son parcours, mais comme tu dis, on peut être peut-être très heureux en accumulant plein de choses. Et puis il y a sûrement des gens qui sont très heureux en accumulant plein de choses, peut-être. Et d'autant plus qu'en accumulant plein de choses, on se donne aussi la possibilité d'avoir un impact sur le monde. C'est-à-dire que forcément, les plus grands mécènes sont aussi des gens qui ont le plus accumulé. Donc, même si proportionnellement, ce n'est pas forcément le cas, puisqu'il faudrait l'analyser par rapport à leur situation, en tout état de cause, toutes les associations dépendent aujourd'hui de mécènes qui sont des gens fortunés. Donc, est-ce qu'on a plus d'impact en continuant à accumuler et en distribuant une partie de ce qu'on a accumulé, ou est-ce qu'on a davantage de poids si on se dit on va arrêter et on va aller essayer de faire autre chose et de vivre l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde de façon différente. À quel moment, c'est quelque chose que moi, c'est une question que je me pose beaucoup, à quel moment, toi, tu as réalisé d'une certaine manière que tu avais assez? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, on veut toujours plus. Comme tu dis, on a une maison, on en veut deux, puis on a X dans le compte en banque. On dit, ah, mais si j'avais juste un peu plus. Ah, mais j'avais juste un peu plus. À quel moment, toi, peut-être, tu t'es dit, bah là, je pense que c'est bon, j'ai assez. Maintenant, je peux me consacrer à autre chose. Est-ce qu'il y a eu un moment précis? Est-ce que c'était plutôt... ça s'est fait petit à petit? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, bon, bah voilà, maintenant, je peux vraiment faire uniquement des choses qui ne sont pas forcément liées à l'argent, etc. Je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'en 2006, j'ai fait Vipassana, de la méditation, etc. Et ça m'a permis de remettre en question mes priorités. Et que suite à ça, on a été avec JR faire un projet au Proche-Orient qui s'appelait Face to Face. On a été collé d'immenses photos d'Israéliens et de Palestiniens qui faisaient le même métier des deux côtés, etc. Et je me suis aperçu que, en fait, ça me procurait plus de joie que de signer un nouveau contrat. Donc, ça me coûtait de l'argent, mais j'étais content. Voilà, mais j'étais très heureux de faire ça. Et le deuxième, c'est par la suite, quand mes enfants ont grandi, ils sont dans une génération qui n'est pas la même que la mienne. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Et en fait, je me suis dit que ça ne serait pas un cadeau à leur faire de leur laisser des sous après moi, et qu'en fait, ils voulaient vivre leur vie, ils voulaient être indépendants, construire leur histoire, voilà, à leur façon, et sans avoir besoin d'avoir un bateau, un avion, etc. C'est pas du tout leur truc, quoi. Donc, leur truc, c'est plutôt, à leur tour, d'essayer de changer les choses, d'être présent dans le monde, quoi. Ah, c'est génial. Essayons peut-être de peindre un peu l'histoire qui nous fait arriver à ce qu'on discute, pour que les gens comprennent aussi un peu d'où tu viens et ce que tu as fait dans ton parcours, et sur le côté entrepreneurial. Parce que initialement, donc, tu bossais en corporate. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le moment où tu as voulu lancer ta première boîte, et ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, il y a la première... En fait, j'ai commencé assez jeune, puisqu'à 18 ans, en fait, avec des copains, on a créé une radio qui était une radio pirate. On n'avait pas le droit d'émettre à l'époque, hein. On squattait la bande FM. En France, il y a une élection, 1981, François Mitterrand est élu. Et François Mitterrand ayant été lui-même pirate, il avait une radio qui s'appelait Radio Riposte.
on s'est dit que en fait, on allait pouvoir être pirate puisque lui avait défendu cette idée avant d'être élu. Donc on a créé une radio pirate. On a avec un ami, avec mon ami Lionel, on a fait une émission qui durait toute la nuit en fait, qui commençait en fin de journée, et qui durait toute la nuit, qui se terminait au matin. Donc c'était ma première aventure entrepreneuriale. Et on avait à l'époque, donc on était les tout pionniers, les tout premiers en fait sur la bande FM. Et on pensait qu'on allait être différent, qu'on n'allait pas avoir besoin de coopération commerciale, pas avoir besoin de marque, que notre énergie suffirait exactement à fonctionner, etc. Donc on a fonctionné comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le même temps, il y a d'autres radios qui sont créées après, mais qui ont fait des partenariats commerciaux. Ils ont eu des émetteurs plus puissants que le nôtre. Et nous, on n'a pas eu les moyens de suivre cette course à la puissance d'émission, si bien qu'à la fin, on les entendait, on ne nous entendait plus, quoi. Donc, premier apprentissage. Voilà, premier apprentissage. C'est bien d'avoir des idées qui sont très radicales, mais elles peuvent se heurter à la réalité. Et en l'occurrence, on a été les premiers, on a fait des trucs extraordinaires. Tout le monde venait sur notre radio parce qu'on était les plus purs, en fait. Et on avait donc tous les plus grands artistes venaient chez nous. Mais à la fin, ça c'est conclu par un échec, puisque voilà, la réalité nous a percuté à grande vitesse et on a dû arrêter, quoi. Donc après, j'ai commencé assez tôt dans les échecs, hein, donc ça m'a... c'est bien, vaut mieux les commencer tôt en l'occurrence. Ouais, j'ai fait... alors là, normalement, je sais pas si c'est même honteux, ça fait longtemps que j'ai pas évoqué ça, mais j'ai organisé un méga concert avec, à l'époque, Francis Lalanne, qui était un artiste connu, et ça a été un échec terrible. On avait fait ça au pavillon Baltard, qui contenait 5000 personnes, et ce qui était beaucoup à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore les méga stades, etc. Et quand il est arrivé sur scène, il a dit « C'est bien, ça me rappelle mes débuts, puisque la salle était vide. » C'est pas mal, ça. Était vide, donc, voilà, donc j'ai fait quelques... c'est bien. J'ai testé les échecs. T'as testé les échecs? Ouais, je sais comment faire. Ah, tu sais, t'as son expertise là-dedans. Ouais. Et du coup, tu t'es retrouvé à un moment donné à prendre un boulot, on va dire PVC traditionnel, etc. Exactement. Et à quel moment tu te dis, je me relance dans l'entrepreneuriat? Tu as créé j'ai créé une boîte, qui était la première, qui était le gros succès. En fait, je pensais que j'allais pouvoir trouver ma place dans une grosse boîte, cabinet, conseil, etc. Très vite, je me suis aperçu que c'était très structuré, avec des grades, des systèmes d'autorité qui ne me convenaient pas, quoi, hein. Donc j'ai progressé assez rapidement, mais assez rapidement aussi, je ne me suis pas fait que des amis, parce que c'est pas un domaine très rationnel. Tu suivais pas non plus les rails, quoi. Et puis c'était très... c'était à l'époque, on disait si tu vas pas travailler samedi, c'est même pas la peine de revenir dimanche, quoi. Tu vois, donc c'était il n'y avait pas de week-end, c'était un sacerdoce, quoi, hein. Et on devait venir habillé. À l'époque, on avait travaillé en costume le dimanche, quoi. Donc c'était un truc, c'était pas mon truc, quoi. J'avais essayé de jouer le jeu, mais c'était pas mon truc. Et donc, au bout d'un moment, je suis parti en vacances. Et c'était des vraies longues vacances, et t'es jamais revenu. Voilà, et je me suis dit que je verrai après. Et en fait, en rentrant, j'ai rencontré un copain. C'était les tout débuts de l'informatique. J'ai rencontré un copain qui travaillait dans l'informatique, ce qui était très rare, et qui m'a présenté un mec qui était un des premiers distributeurs, donc qui vendait des ordinateurs, mais c'était le tout début. Il y avait personne ne faisait ça encore. Et je l'ai rencontré. J'ai rencontré un type très intéressant qui m'a tout appris, en fait, parce que j'avais jamais fait de commercial, je savais pas comment ça fonctionnait, etc. Et il m'a tout appris, et il a été très persévérant, parce que j'ai rien vendu pendant, je sais pas, 1 an peut-être, hein.
Il a été patient. Ouais, quand tu es commercial, c'est quand dur. même, Hein, ouais, non, ouais. c'est pas Il évident. a été patient. Ouais. Et non, il a cru que... Il a vu autre chose. Il a vu autre chose. Et en fait, au bout d'un an, j'ai eu la chance, j'ai signé tous les grands contrats qui arrivaient à ce moment-là en France, qui étaient les contrats de l'armée française, les contrats de la police, donc tous les grands marchés. Voilà. Et, donc assez rapidement, ça m'a permis de changer un peu le truc et d'être un commercial star de l'informatique. Je crois qu'on était les premiers vendeurs à l'époque, Apple, IBM, enfin de toutes les grandes marques, on était les numéros 1 sur ces marques-là dès le début, quoi. Ça, c'était avant Marvin? C'était avant Marvin. Ok. Et ensuite, Marvin, c'est la même personne ou c'est quelqu'un d'autre ensuite que tu as rencontré pour rencontrer Marvin? Marvin, alors, il y avait un autre mec très sympa qui était que je connaissais en fait quand je suis rentré dans la boîte. Et au bout d'un moment, moi j'étais directeur commercial et lui directeur technique. Et on avait envie de faire autre chose. On ne savait pas quoi. On avait un nom qui était vachement bien. C'était Marvin parce que Marc et Vincent. Donc on avait le nom. C'est déjà pas mal, mais on n'avait pas l'idée. On n'avait pas l'idée. Mais on avait un nom pas mal du tout. J'avais dessiné un logo que je trouvais très beau et qui a par la suite été remplacé par un ami qui m'a dit qu'il était nul. Donc, et c'était son métier, donc j'ai dû me plier à son avis. Et donc on a démarré sur Marvin avec juste l'envie de faire un truc. On est resté un moment parce que pour faire un préavis assez long parce qu'on était assez proche des gens avec qui on travaillait. Et puis après, on a créé cette aventure. On est parti sans trop savoir ce qu'on allait faire, quoi. Et tu dis que vous êtes parti sur cette idée de Marvin sans vraiment savoir où vous alliez. Ça a terminé en étant la référence d'analyse dans les calculs financiers. Ouais. de je sais pas où ça va à on est la référence qui est encore utilisée aujourd'hui, etc. Ouais. Dans les calculs, dans l'analyse de calculs financiers, c'est quoi? Alors, on a commencé en fait sans trop savoir ce qu'on faisait. On a commencé d'ailleurs, un des premiers trucs qu'on a fait, c'était, on avait travaillé avec un mec très sympa qui est devenu par la suite patron de EMI Virgin, qui était un éditeur de musique. Et quand il est devenu patron de EMI Virgin, il ne comprenait rien à ce que l'informatique chez lui produisait. Et il est revenu nous voir, donc quand on avait créé notre boîte, en disant, écoutez, j'ai un service informatique, il y a plein de monde, je ne comprends rien à ce qu'ils font. Je veux que vous fassiez des trucs que je comprends et sur lesquels je peux agir. Donc, vous allez, vous leur demandez ce que vous voulez. Et à la fin, je veux savoir, en temps réel, les trucs qui se vendent, etc. Donc, on a fait un système d'échantillonnage chez les disquaires à l'époque pour savoir ce qui se vendait en temps réel, en prenant un échantillon. Et en fonction de ce qui se vendait, on accélérait ou on ralentissait les investissements commerciaux avec le patron de EMI Virgin de l'époque. Et on a fait... on a cartonné avec la mort de Freddie Mercury. Ils ont pu adapter les ventes. Ouais, c'est ça, les ventes de Queens, etc. Donc ça permettait de prédire un petit peu ce qui allait se passer sur le marché et donc d'acheter plus ou moins en fonction de ça, c'est ça? Exactement, d'acheter de l'espace publicitaire, de mettre de la PLV, etc. Parce que tu avais les remontées des disquaires en temps réel, pas sur l'ensemble des disquaires du monde, mais sur un échantillon assez réduit, mais qui te donnait une idée de la réalité. En fait, c'était le principe du sondage appliqué. Et ce que eux faisaient pas, et eux, ils analysaient des bases de données immenses qui donnaient des résultats au bout de 15 jours. Et au bout de 15 jours, il était parfois trop tard pour réagir. Alors que nous, on avait le truc en temps réel. On avait le système de pilotage en temps réel qui était fondé entièrement sur un concept d'échantillonnage, en fait. Et donc, on avait fait ça au début, mais bon... ça ne correspondait pas à grand-chose par rapport à ce qu'on voulait faire. Et puis un jour, on a eu un stagiaire qui était très sympa et qui nous a demandé de l'aider à résoudre un truc parce qu'il ne trouvait pas les mêmes résultats avec des équations financières, etc. Et comme mon associé et moi, on adorait les maths, on lui a dit, viens, on va t'expliquer. Et en fait, on s'est aperçu qu'il avait raison et que les résultats n'étaient jamais les mêmes
selon la personne qui calculait, ce qui n'est pas normal. 1 et 1, ça fait 2. Ouais. Quelle que soit la calculatrice, ce n'est pas 2,02 ou 2,05. Donc, dans les calculs financiers, comme ce n'était pas normalisé, on avait des résultats différents. Donc, on s'était mis en tête de normaliser les calculs financiers. C'était ça notre objectif, faire en sorte que, quel que soit le calcul qu'on veut, le résultat qu'on veut obtenir, ben on obtiendra la même chose à Paris, New York, Tokyo, partout. Mais ça paraît évident quelque part que si tu as une formule, que ça apporte partout le même résultat. Et c'était pas le cas. C'était pas le cas. C'était pas le cas. Et quand on a parlé de l'idée, il y avait un investisseur, parce que à qui on s'est dit on va aller en parler à un investisseur, et il m'a dit 2 choses. Il m'a dit 1, évidemment, on va pas investir sur ce truc, etc. 2, tu as l'air d'un mec sympathique, etc. Quand tu parles de ça, tu as fait des études, tu as commencé dans le conseil et tout, tu peux faire un truc encore, quoi. Donc, ne parle pas de cette idée, quoi. Donc il t'a balayé on n'a pas convaincu dans l'idée de dire on va... Non, il n'a pas convaincu, il t'a dit n'en parle plus jamais, c'est double combo, quoi. Ouais, il m'a dit laisse tomber. Généralement, juste quand tu prends non, on va pas investir, ça fait déjà assez mal, mais là, il s'est lâché. Et en fait, quoi. après, voilà, c'est toujours un peu comme ça, c'est-à-dire succession de coïncidences. Mais là, vous lâchez pas l'idée, vous? Alors, on lâche pas l'idée, mais en même temps, on continue à faire des trucs alimentaires, etc. Et en même temps, comme on n'avait pas convaincu, on n'était pas sûr que ça allait marcher un jour. Donc, on rencontre par hasard un copain vient dîner, son amie est journaliste, elle m'explique ce qu'elle fait, elle me dit qu'elle a rencontré quelqu'un de très intéressant dans une boîte qui fait de l'algorithmique financier. Je me dis tiens, je vais l'appeler. Je l'appelle, il comprend pas ce qu'on lui dit, il m'envoie chez quelqu'un d'autre qui est mathématicien et qui lui comprend ce qu'on lui dit, mais en même temps moi je comprends pas trop ce qu'il veut chez nous et je laisse un peu tomber, et en fait par la suite lui devient plus enthousiaste que nous sur cette idée. Il y croit à fond. Il voit le potentiel. Voilà, il voit le potentiel. Il a compris ce qu'on peut faire avec. Il va revenir nous voir en disant mais attendez, allez-y, avancez, etc. On va finir par avancer, faire le truc, faire un prototype, etc. qui marchait à peu près, le démontrer, faire un contrat avec Reuters, qui était le leader mondial de l'information financière à l'époque. Et cette personne qui croyait en nous part en Asie, et puis par la suite, parce que la vie est ainsi faite, décide de revenir en France, mais il ne pouvait plus revenir chez Reuters dont il était parti, et propose de nous rejoindre, et on continuera l'aventure avec lui. Et ironiquement, donc j'avais dit qu'on avait trouvé un nom parfait parce qu'on s'appelait Marvin, Marc ou Marco et Vincent, et lui s'appelle Hervé. Donc, il s'inscrivait exactement... Juste au milieu. Exactement. Ça, c'est la beauté de la vie. Donc, voilà. T'avais quel âge à ce moment-là, toi? J'ai commencé, j'avais 27 ans. Ok. Et donc ça, là, cette période, c'est à peu près 27-30 ans. Ouais, c'est ça, 27-30 ans. Ouais. Ok. Et donc, votre premier client, c'est Reuters? Avant, on a fait plein d'autres trucs. Oui, non, mais sur ce modèle financier, c'est Reuters? C'est Reuters. Donc, c'est votre premier client, et c'est aussi la boîte qui va racheter la boîte. C'est exactement ceux qui vont nous racheter à la fin. Combien de temps après être le premier client? Une dizaine d'années après, même pas 8 ans après. C'est cool, c'est votre premier client, et c'est ceux qui finissent par vous racheter. C'est nos premiers clients, c'est ceux qui... Donc, en plus, notre associé venait de chez eux. On avait des relations très proches et assez amusantes, parce qu'on travaillait avec les gens, dont certains... avait eu mon associé comme patron et qui était devenu par la suite. Donc, c'était un peu... c'était une ambiance très... Enfin, on était très proches, et après, quand on leur a vendu la boîte, en fait, c'est comme ça que je suis venu à Genève, puisque le patron de l'époque m'avait appelé pour venir le rejoindre et être conseiller du président ici, où ils étaient à Genève, en fait, à la Palanterie. Ouais, où ils sont toujours, d'ailleurs. Non, ils sont plus. Ah, ils sont plus? Non, ils sont plus là-bas? Ah, okay. Et comment tu t'es senti à ce moment-là, le moment de la vente à Reuters? Est-ce que tu as senti ça comme une victoire, comme quelque chose d'un peu triste, comme
une possibilité maintenant de passer à autre chose? En fait, j'étais au bout du rouleau à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est la vie d'entrepreneur où à un moment, le problème quand on est entrepreneur en technologie, c'est qu'on est sur des marchés winner takes all. C'est-à-dire, il n'y a pas de deuxième. Dans plein de marchés, il n'y a pas de deuxième. On ne sait pas qui est le deuxième. Deuxième traitement de texte, je ne connais pas, quoi. Le deuxième tableur, je ne le connais pas non plus, quoi. Ouais. Et pourtant, les tableurs, il y en a partout, quoi. Donc, c'est des marchés winner takes all, donc il ne faut pas être deuxième. Parce que on est deuxième, on n'est plus rien. Donc il faut rester premier. Et pour rester premier, il y a une méthode assez efficace, il ne faut pas dormir la nuit. Donc ça marche pour faire la course en tête, ça ne marche pas pour vivre de façon épanouie. Donc on était sur cette course-là. Et on était épuisé en fait à ce moment-là parce que la technologie, c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas parce que les entreprises sont très bien financées, donc elles ont les moyens d'embaucher des équipes. Et puis, je pense que la santé mentale des entrepreneurs, c'est un truc qu'on a compris et qui est pris en compte, quoi. À l'époque, on ne connaissait pas ces termes-là, quoi, hein. Il y a plein de termes, hein, d'ailleurs. Je peux faire une liste de termes qu'on ne connaissait pas à l'époque. Donc on ne connaissait pas ce concept-là, donc on bossait jusqu'à épuisement, quoi, hein. Donc, et on n'était pas loin de ça. Donc au moment où on a vendu, on était un peu le long de cette ligne rouge, on pouvait basculer tous d'un côté ou de l'autre. Donc c'est arrivé, ça a été un soulagement, parce qu'on a pu lever un peu le pied, parce qu'on était dans un cadre avec plus de moyens, plus de structure, etc., quoi. Là, tu vends la boîte, C'est quoi à ce moment-là dans ta tête, si tu arrives à te souvenir, il se passe quoi dans ta tête? C'est quoi tu as déjà tes prochaines étapes, tu vois, tu as déjà ta prochaine boîte en tête, tu te dis que tu vas arrêter, tu vas partir acheter une maison de hot dog en Thaïlande, c'est quoi le... Ouais, tu dis j'arrête tout ça, j'en ai marre, non, je veux relancer un truc. Tu étais comment à ce moment-là? À ce moment-là, d'abord j'étais très soulagé et très heureux parce que, tu vois, ça nous permettait d'arrêter ce cycle où on passait nos nuits et nos jours à bosser, quoi. Donc, il y avait une ambiance de folie, hein. C'était une boîte la plus sympa du monde. On avait des bureaux avec... Tout le monde avait sa petite terrasse sur l'avenue de l'Opéra. On voyageait dans des conditions super confortables. On était bien reçus partout parce qu'on était... il y avait une très bonne ambiance. Et tous ceux qui ont vécu, d'ailleurs, dans cette boîte à cette époque gardent un souvenir inoubliable de l'ambiance. Il y avait des tournois de baby-foot toute la journée en permanence dans la cuisine. Donc il y avait une ambiance et il y avait les moyens de faire les choses, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on revivra plus, en tout cas que moi je revivrai plus, parce que ça correspond à un âge, à une période, etc. Donc il y a ce soulagement, et puis il y a aussi l'idée de se dire je vais faire autre chose. Et voilà, j'avais de vagues idées. Je me suis dit que j'allais travailler moins, voire plus travailler. Et j'avais l'idée de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire? J'avais l'idée de dire, tiens, je vais faire la paix au Proche-Orient. C'est un sujet qui m'intéresse, donc je me suis dit, tiens, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Il faut bien qu'il y en ait un qui s'y mette. Ouais, je pense que je suis qualifié pour le faire. Parce qu'après, tu t'es quand même lancé dans un autre projet qui n'est pas des plus simples, avec eDevice. Ouais. Et qui n'a rien à voir avec la finance, qui est cette fois-ci plus dans la medtech. IoT. Je me dis, ok, c'était compliqué. T'es passé d'un truc compliqué à un autre truc encore plus compliqué. Encore plus compliqué. Alors, entre les deux, j'ai eu une aventure entrepreneuriale assez rapide, puisqu'on a, avec deux autres amis, on a repris une boîte qui faisait du CRM, qui était Customer Relationship Management, qui était un concept nouveau à l'époque. Et on était dans la bulle et on a fait une introduction en bourse juste après, peu de temps après la reprise de la boîte. Et on a fusionné. Tout ce cycle-là a duré 18 mois, quoi. Ça paraît lunaire, mais... C'était Blitz. Ouais. Donc évidemment, quand on sort de ça, on croit que tout est facile. Donc quand on voit... un mec qu'on croise par l'intermédiaire d'un ami qui nous dit demain tout sera connecté, il suffit de mettre de l'intelligence dans les processeurs qui sont dans les machines à laver,
les distributeurs de Coca, les compteurs électriques, etc. Ça paraît évident, bien sûr, on va le faire, on va y arriver, et tout de suite, puisque... Là, il nous a fallu 18 mois et on va le faire en 17, quoi. Allez. Je vais prendre mon temps, on va le faire en 19, quoi. Allez. Et en plus, on y croyait tellement que les autres y croyaient aussi. Donc, on a levé à l'époque, je crois que c'était 25 millions d'euros avant même d'avoir déposé les statuts de la boîte, quoi. Donc, on a dû ouvrir un compte en banque pour pouvoir encaisser. Pour le CRM? Ouais. Non, pour celle d'après. Ah, d'accord, pour eDevice. Pour eDevice, les sous qu'on avait levés avec l'idée qu'on pouvait tout connecter. Et en fait, c'était une idée géniale, mais trop en avance sur son temps. Et on a... la phrase des premières années, c'était notre marché n'existe pas, nous en sommes le leader. Donc c'était ce qu'on essayait d'expliquer aux investisseurs. C'est pas mal comme intro. Ouais. Ça donne envie, mais ça fait peur en même temps. Ça tient quelques temps, quoi. Mais au bout d'un moment, j'imagine que... Il y avait une autre boîte qui était dans le même secteur et qui faisait chaque fois un éditorial dans la presse tech en disant donc l'an dernier, vous vous souvenez, on vous a dit que c'était cette année, l'année des devices connectés, etc. Et on s'est trompé. Et on vous l'avait dit il y a 2 ans et on vous l'avait dit il y a 3 ans. Mais cette fois-ci, là, c'est la bonne. Et donc voilà, on a joué à ça. On n'a pas eu de clients pendant 8 ans. C'est quand même une aventure, hein, d'avoir une boîte avec du monde et juste pas de clients. Ouais. Pendant 8 ans. Ouais, c'est long. C'est long. Ouais, c'est long. Qu'est-ce qui fait à quel moment, en fait, pourquoi vous n'avez pas abandonné? À quel moment, tu vois, c'est toujours un peu la question de est-ce que c'est le moment d'abandonner ou de continuer, etc. Qu'est-ce qui fait qu'en fait vous avez continué et que vous n'avez pas dit après 6 ans, 7 ans en disant bon bah là c'est bon, on a tiré sur la corde, enfin je veux dire ça sert à plus rien, on arrête. Alors, je peux essayer de répondre à cette question. Il y a une question à laquelle je peux pas répondre, c'est est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de dire on tire la prise, on fait autre chose au bout d'1 an, en se disant bah, ce marché va pas exister pendant 10 ans, donc on laisse tomber, quoi. On oublie, on reviendra plus tard. Bon, vu la finalité, oui, mais tu aurais pu revenir après. Tu aurais pu arrêter après 1 an et revenir après 9. Revenir sur autre chose. Il y a d'autres choses. Il y a plein de choses qui sont créées. Pendant 8 ans, tu peux faire plein de trucs. Puis il y a plein de choses qui sont créées. C'est quand même une expérience très singulière pendant 8 ans de créer des produits, de faire des prototypes, de montrer qu'ils marchent et de ne pas avoir de clients, quoi. Donc, c'est une expérience. Donc, est-ce qu'on a bien fait? Ça, je ne saurais pas y répondre. Qu'est-ce qui a fait qu'on a tenu? À nouveau, c'est pas forcément la bonne réponse. Je pense qu'il y a beaucoup d'ego. Okay. C'est-à-dire que je pense que et je crois que beaucoup d'entrepreneurs réussissent par ego ou échouent par ego. Mais il y a forcément, quand on est entrepreneur, il y a forcément un moment où on se dit les autres n'ont pas vu ça, moi je l'ai vu. Le mec m'a dit ton truc, tu ferais mieux d'arrêter parce que ça va nulle part. Et moi, j'ai prouvé que j'avais raison et que tous les autres avaient tort. Et il y a toujours, quand on est entrepreneur, l'envie de montrer qu'on a eu raison contre tous, quoi. Et une idée, d'ailleurs, si tout le monde y croit, si tout le monde l'a déjà vu depuis un moment, bah, elle ne sert à rien, elle n'est pas valable, elle ira nulle part. Donc, il y a cet ego, même si je fais semblant de lutter contre l'ego, de ne pas en avoir, etc. Il y a forcément un ego quand on est entrepreneur de dire, moi, j'ai vu un truc, et vous, et plus vous allez me dire, non, laisse tomber, tu ne vas pas y arriver. Plus je vais m'enfoncer. Et plus vous allez me chauffer, quoi. Ouais. À un moment, oui, moi, je vais dire, bah, il m'a dit que ça n'existe pas, je vais lui montrer. Et ça a été quoi le déclic après 8 ans où tout d'un coup, c'est quoi les premières ventes qui se font? Comment tu fêtes le premier client? Ouais, c'est ça. Alors le premier client, on n'a pas eu l'occasion de vraiment le fêter parce que on a signé EDF pour les compteurs. C'était en 2000. Je crois que c'était en 2008, en décembre 2008. On est très heureux, on fait la fête, etc. Nos investisseurs qui sont là depuis 8 ans, à un moment, nous disent, bon, bah, vous avez votre premier client après 8 ans, nous, bonne route, on se retire, vous nous rachetez et nous, on se quitte bons amis et tout le monde est content et vous continuez, voilà, vous avez un pied dans la porte.
Donc, on rachète nos investisseurs. On est en janvier 2009 et quelques jours plus tard, on lit dans le journal que EDF a fait un accord exclusif avec une autre boîte pour faire ce qui nous avait théoriquement acheté quelques semaines plus tôt. Et en reprenant, on lit le journal et c'est bien notre schéma à nous qui est dans la présentation, dans les échos, du deal extraordinaire à long terme que venait de signer EDF. Enfin, Edelia, qui était la filiale d'EDF qui connectait les compteurs. Donc, ils vous la mettent un peu à l'envers. Ouais. On fait un procès. C'est pas vraiment votre premier client. Ah, vous faites un Donc, procès. c'est plus vraiment votre premier client. Oui, c'est plus vraiment notre premier client. On les a fait condamner. Ah ouais. Oui. Okay. Donc, on a fait un procès qui a duré 8 ans. Non, plus que ça. Plus que ça. Ouais. Ouais. Oui, Mais entre-temps, vous avez eu du coup d'autres vrais clients. On a fait un procès qui a duré des années. Et on les a fait condamner parce que effectivement, ils se sont moqués de nous et donc voilà. Et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et donc il y a eu un jugement contre eux. On n'a pas pu en faire la publicité parce que au moment où est arrivé ce truc, ce jugement en notre faveur, on a décidé, c'est arrivé au moment où on commençait à se dire qu'on allait vendre la boîte. Et pour vendre la boîte, c'est pas une très bonne idée de commencer à dire on a fait condamner notre ancien client. Donc nous, on sait. Et voilà, on les a fait, donc on les a fait condamner. Et c'était une victoire après, je sais pas, 12 ans, 15 ans de procédure, quoi. Mais donc, ça, c'était votre premier client. Mais dès le moment où vous avez déclenché ce premier client, est-ce que du coup, les suivants sont venus un peu plus vite ? Non. Après, on a eu un truc extraordinaire, un coup de bol, ou je sais pas comment on appelle ça. Il y a une boîte qui est le leader mondial des pacemakers et des défibrillateurs, qui est aux États-Unis, à Minneapolis, dans le Nord Midwest, dans le Minnesota, et qui décide de connecter ces pacemakers avec avec des lignes filaires et un relais radio. Donc un truc assez sophistiqué pour faire du relevé de pacemaker, parce que quand on a un défibrillateur, par exemple, on a besoin d'un outil physique qui est le défibrillateur, on a besoin d'un traitement et on a besoin de comprendre comment les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que le traitement et l'action du défibrillateur sont liés. Et on a besoin donc d'avoir de l'information. Et on s'est aperçu plus tard que bénéficier de l'information en temps réel fait baisser la mortalité des patients qui sont porteurs d'un défibrillateur à l'époque, les chiffres étaient de 34%. Donc c'est très significatif. Ah oui, c'est énorme. Donc, il lance un appel d'offres sur ça aux États-Unis. Il y a des consortiums qui sont l'un avec comme tête de consortium AT&T, l'autre avec IBM. Donc on s'est dit, on va aller sur la base de notre savoir-faire, approcher ces consortiums et leur dire, les gars, on sait faire un truc, prenez-nous avec vous, quoi. Donc, on les contacte et ils nous disent, qui êtes-vous, quoi. Donc, ils veulent pas de nous. Donc, du coup, on décide d'être un consortium à nous tout seuls. Et on a fait avec donc mon associé, et il y a quelques business angels qui sont restés, un pari assez audacieux. On a arrêté tout. On a dit, on laisse tomber tout le reste. Au lieu de répondre à l'appel d'offres pour dire ce qu'on peut faire, parce qu'on n'a aucune chance contre les autres, on va faire le produit. Donc, ça se passe en février. On a 4 mois pour répondre à l'appel d'offres. On a assez de cash pour arriver un peu au-delà des 4 mois. On dit, on tente cette carte, quoi. On va faire... c'était le plus gros appel d'offres qu'il y avait eu dans ce domaine jusqu'à présent, quoi. C'était un très gros projet. Donc, on laisse tout tomber. On fait tout. On fabrique les boîtiers, on fait les cartes, comme si on avait un client, quoi. Et on définit la chaîne de logistique, on teste les trucs, etc. Donc, on arrive et on va à Minneapolis, dans le Minnesota. Et donc, il y a les autres qui arrivent avec leur consortium, leur PowerPoint. Et nous, on arrive
avec notre produit. Et on s'était installé dans un hôtel à côté. On avait trouvé des gens qui faisaient des impressions plastifiées, etc. Et on avait les réponses. Quand ils nous posaient une question, bang, on sortait notre réponse qui était un grand transparent qu'on mettait sur le mur, qui faisait avec la chaîne logistique, le système d'approvisionnement, etc. On avait les réponses à toutes les questions parce qu'on s'était entraîné à répondre à tout. On s'était entraîné à tester le truc avec un vrai défibrillateur, etc. Donc en fait... vous aviez le produit, quoi, déjà. On avait le produit, on avait tout. On avait la date de livraison de la prochaine commande et tout. Donc, on gagne l'appel d'offres. La direction dit, attendez, c'est quoi cette histoire? D'où sortent ces petits Français? Parce qu'à l'époque, la R&D était à Bordeaux. C'est quoi cette histoire? Donc, ils annulent l'appel d'offres. La femme qui gérait l'appel d'offres pour Medtronic dit, je refais un appel d'offres, mais je les consulte à nouveau puisque c'est eux qui ont gagné, quoi. Et elle refait l'appel d'offres et là, elle dit, non, désolé, c'est eux qui ont gagné, on doit leur donner le marché, c'est le principe de l'appel d'offres. Donc, elle confronte sa direction en disant, c'est comme ça, donc on doit leur donner le marché puisque c'est eux qui ont gagné. Et donc, Medtronic nous donne ce marché qui était, donc, on était une petite boîte à l'époque, quoi, puisqu'on n'avait pas de clients, et que celui qu'on avait, qui était significatif, est parti sans laisser d'adresse, quoi. Et donc, il nous confie un marché qui représentera plus de 100 millions en fait, au total à la fin, quoi. Donc, c'était pour une start-up, c'est très significatif, quoi. Avec des marges qui sont les marges de l'industrie médicale. Parce qu'on est soumis aux règles de l'industrie médicale, donc on a un certain nombre de contrôles, etc. Et on a donc des marges importantes parce que ça correspond au fonctionnement de ce marché. Et on a le soutien de la personne, donc cette dame qui nous a accompagnés et qui nous a permis de faire évoluer notre système pour pouvoir suivre, pour pouvoir répondre à toutes les demandes du secteur de l'industrie médicale. Donc par la suite, on a connecté plein d'instruments médicaux comme ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis un peu, oh merde, on a gagné, on fait quoi maintenant? Non, j'ai failli me dire ça. On a, par la suite, on a gagné parce que c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est fini, on perdait plus d'argent, on était dans le positif. Et on est dans le positif surtout parce que c'est vrai que j'ai découvert une industrie où on est utile. C'est-à-dire, on sauvait des vies, quoi. C'est-à-dire, avec notre système, on a connecté, on avait 700 000 patients connectés dans le monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui dépendaient de ça et qu'on leur a rendu le service de pouvoir transférer leurs informations. Donc, non seulement on gagnait des sous, toute la boîte fonctionnait, les salariés qui étaient là depuis le début, évidemment, ils étaient heureux de voir qu'à la fin... il y avait quelque chose. Même leurs copains leur disaient, attendez, vous êtes fous, les deux là, qui ont créé cette boîte sont des malades, quoi. Vous allez nulle part. Donc, ça montrait qu'ils avaient eu raison de nous suivre. Et en plus, on produisait quelque chose de positif. Donc oui, on était très heureux. On a failli gagner un appel d'offres énorme par la suite. Comme quoi tout se joue à peu de choses, qui était la gestion de la majorité des pacemakers et des défibrillateurs dans le monde. On avait fait un énorme truc, etc. Ça nous a pris énormément de temps. Et puis le deal a été annulé 3 jours avant la signature parce que les gens qui étaient en charge ont changé de fonction, etc. Donc, c'est ce roller coaster là, c'est haut et c'est bas. On les a vécus dans cette aventure de façon très intense. Et toute l'équipe d'ailleurs qui était avec nous, parce que c'était une aventure collective, quoi. Toute l'équipe qui était avec nous est restée. Les gens sont restés. Ils ont eu confiance en nous. Ils sont restés quand ça allait pas. Ils sont restés quand on savait pas trop où on allait et qu'on leur disait écoutez, on sait pas trop où on va, mais on sait qu'on va y aller ensemble, quoi. Et ils sont restés dans tous ces moments-là. Et à la fin, effectivement, ça s'est concrétisé de façon positive pour tout le monde, quoi. Donc. Incroyable, c'est ça. Et donc là, c'est la période démarrage de eDevice et vente de la société. C'était combien de temps, du coup, au total, à peu près? Ah, c'est beaucoup plus long. Ça a duré 18 ans au total. Okay. Alors, pendant ce temps-là, j'ai pas fait que ça, puisque j'ai pris des années sabbatiques de temps en temps. Et que
à partir de, on va dire à mi-chemin, même pas d'ailleurs, à partir de 2006, donc après un tiers du chemin, je me suis mis à faire autre chose en fait en même temps, qui était accompagner des artistes, faire des projets artistiques. C'est là où on veut aller. C'est très bien que tu mentionnes ça. Parce que il y a Marc et puis il y a Marco. Ouais. C'est un peu les deux. Comment Renaud, le renard et le Renaud. Non, Renaud et le renard. C'est les deux personnes. Gainsbourg et Gainsbourg. Voilà, exactement. Il y a Marc, voilà, qui est cette personne qui a fait IoT, des medtech, finance, etc. Et puis il y a Marco qui a accompagné des artistes, qui a été collé des pancartes dans des bidonvilles et dans des endroits difficiles, etc. Comment tu t'es retrouvé à aider des artistes, à aller travailler avec JR, on en parlait au tout début, alors que tu fais tourner une boîte qui fait des pacemakers et qui sauve des vies, mais tu prends du temps aussi pour aller faire des choses qui sont totalement à l'opposé d'une certaine manière, quoi. Alors, je pense qu'il y a eu un moment où j'ai réalisé, c'est pas mal de faire un point de temps en temps, et je crois que c'est quand j'ai fait c'est Vipassana, c'est une méditation où on lit pas, on regarde pas, on n'écrit pas, on parle pas, etc. En fait, on est tout seul, enfermé pendant 12 jours. Ça m'a permis de faire le point. Et dans mon point, je réalisais qu'il y avait des choses que j'avais envie de faire que je n'avais pas faites, quoi. Et donc, par la suite, l'occasion s'est présentée de faire un grand projet avec JR, qui était ce projet face-to-face. Donc, d'aller au Proche-Orient, d'aller chercher des gens qui faisaient le même métier des deux côtés et d'expliquer, de leur proposer. Donc, JR avait déjà fait un projet qui s'appelait Portrait d'une génération, où il collait des grandes photos de gens des banlieues qui collaient dans les villes. En fait, il avait fait ça avec Lajli, qui est un artiste qui est de Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Et on discutait d'un prochain projet, et moi j'avais cette intuition de dire on peut aller au Proche-Orient. Et parce que quelques mois plus tôt, je devais y aller avec un ami qui n'a pas pu venir avec moi. Donc, je cherchais quelqu'un pour faire le tour, d'aller de tous les côtés, là où on ne va pas. Les gens ne passent pas la frontière, etc. Aller voir, aller parler avec les gens et créer un projet artistique. Et JR me disait, on va coller des portraits de gens qui font les mêmes métiers des deux côtés. Mais c'était des portraits, pour certains, qui faisaient 8 mètres de haut. Donc, c'était très, très, très visible. Donc, on est parti avec cette intuition, on est parti juste les deux au départ, en repérage, sur la pointe des pieds, parce que c'était très sensible. À l'époque, il y avait des armes partout, des deux côtés. C'était aujourd'hui, malgré tout, c'est plus cohérent, c'est plus lisible. À l'époque, c'était illisible, c'est-à-dire que on avait du mal à comprendre qui faisait quoi. Donc, on va avec une certaine appréhension, et une fois qu'on découvre l'autre côté, c'est-à-dire que puisqu'on passe d'Israël à la Palestine, à l'époque, on allait en Cisjordanie, quoi, la partie donc Ramallah, Jenin, Naplouse, Bethléem, etc. On rencontre des gens et on s'aperçoit qu'il y a une vie, il y a des gens qu'on rencontre, avec qui on discute, qu'on passe des soirées, voilà, on passe des moments extraordinaires. Et donc, c'est là que je me suis retrouvé complètement impliqué. Et ce premier projet qu'on a fait ensemble a été signé JR et Marco, parce qu'il ne fallait pas donner son nom complet pour qu'on ne puisse pas savoir qui on est, d'où on vient, donc pour pas être trop lisible, en fait, parce qu'on peut approcher tout le monde quand on n'est pas lisible. Il y a moins d'a priori sur un Marco que sur un Marc Bérébi, où on peut se dire, tiens, d'où il vient, on va le googler, etc. Donc, on est parti comme ça, et ça a été une aventure extraordinaire. Alors, il se trouve que je comprends un peu l'hébreu, je comprends un peu l'arabe. Donc, on avait l'avantage de pouvoir discuter avec les gens des deux côtés et de pouvoir faire ce projet en ayant une certaine intimité avec les gens, parce que parler la langue, ça crée
un lien particulier, comprendre ce dont il parle, pouvoir rire des mêmes choses. Forcément, ça crée une espèce de magie qu'on n'a pas forcément quand on se met à parler en anglais de tout, quoi. Et comment t'en es arrivé là comment t'as rencontré JR? Comment s'est passée cette démarche où tu t'es dit, OK, maintenant j'ai envie de faire ces choses-là? Et comment c'était les premières conversations entre vous? Je l'avais rencontré sur son projet précédent, Portrait d'une génération. Il avait un problème, il avait un problème juridique parce qu'il était en embrouille, parce qu'il faisait que des trucs illégaux. Donc il y avait pas, c'était évidemment, ça attire les problèmes. Puisqu'il collait sans autorisation des portraits de gens à qui il ne faisait pas signer d'autorisation. Enfin, tout était, c'était très rock'n'roll. Donc, à un moment, on a une génération d'écart, on se croise, je me dis, tiens, je vais donner un coup de main. Donc, je lui présente notre avocate, qui est toujours, d'ailleurs, notre avocate aujourd'hui, qui a quelques années de plus que moi, mais qui est toujours dans la boucle. Et donc, quelques personnes qui vont aider à organiser le projet. Donc, au départ, c'était uniquement une aide sur les sujets non artistiques, une aide logistique, on va dire. Et puis, sur Face to Face, c'est un projet sur lequel voilà, ça parlait aussi un peu de moi, hein. Ça parlait aussi un peu de choses que je connais, de gens que je connais. Donc, j'étais évidemment plus impliqué. Et, voilà, on s'est retrouvés complètement à vivre cette aventure à fond avec des gens. Il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, 2 Français qui nous ont rejoints après. Youssef, qui est devenu artiste par la suite. À l'époque, il était étudiant en architecture. Dabou, qui était ingénieur du son, qui travaille toujours avec de grands artistes, etc. Mais on a tous 20 ans de plus aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Mais à l'époque, tout le monde était... à la limite, tout le monde était très jeune. Et moi, évidemment, j'avais 20 ans de moins. Donc c'était assez... c'était assez frais, quoi. Ils n'avaient pas le droit de conduire, ils avaient moins de 24 ans à l'époque, ils ne pouvaient pas louer une voiture de location, donc c'était moi qui conduisais. Il y a un point commun entre plusieurs choses dans les projets dont tu parles, avec Marvin, où vous ne saviez pas trop où vous alliez au début, mais vous avez été quand même si vous ne saviez pas trop où. Là, tu disais, on devait aller là-bas, mais on ne savait pas trop pourquoi, et puis le projet est venu après. À quel point tu penses que c'est important de commencer par l'action et puis ensuite de voir où ça va plutôt que de trouver d'abord où on va et puis après d'avoir l'action, tu sais, c'est toujours la question. Ah ouais. Est-ce que c'est l'action qui donne l'impulsion ou est-ce que c'est l'impulsion qui donne l'action? J'ai l'impression que dans certains de tes projets, c'est plutôt ça, quoi. C'est plutôt, écoute, je sais pas où on va, mais allons-y. Ouais. Et puis on va voir en fait la destination après. Ce qui paraît contre-intuitif, mais qui moi me parle beaucoup, mais ça paraît contre-intuitif. Alors, mon fils utilise une expression en anglais qui me plaît beaucoup, c'est "We'll cross that bridge when we'll get there". C'est pas mal. On traverse le pont quand on arrivera là, quoi. Donc, et on verra, peut-être qu'il n'y a pas de pont. Peut-être qu'il faut faire autre chose. Je vais la garder celle-là, elle est pas mal. Et donc, il y a toujours de "We'll cross that bridge when we'll get there". Et ça ne marche pas toujours. Puisque j'ai parlé des échecs, il y a des bridges qu'on n'a pas qu'on n'a jamais trouvé. Donc, il y a une part d'échec. Parfois, on arrive devant le pont et il ne permet pas de passer, ou il y a déjà quelqu'un dessus. Voilà, on va essayer d'avancer. On va essayer de trouver une solution. Donc, il y a des projets qu'on fait. J'ai essayé de théoriser une méthode, mais je pense qu'elle est très dangereuse. C'est le management par urgence successive. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'essayer de faire un plan. On va gérer des urgences dans l'ordre dans lequel elles se présentent. Et à un moment, on les aura gérées et il n'y aura plus d'urgence. Il y aura des trucs qui sont à 1 mois, 2 mois, et puis à 1 an, 2 ans, et puis on sera dans le long terme. Et puis c'est bon. Mais effectivement, je ne sais pas si c'est exportable comme méthode. C'est une méthode qui semble être avec peu de sommeil et pas mal de stress en tout cas, mais... peu de sommeil, pas mal de stress, beaucoup de croyances. C'est-à-dire, il faut croire. Ouais, et la déception, quand elle se présente, elle est à l'échelle de la croyance. C'est-à-dire que forcément, quand on a cru qu'on pouvait organiser un concert, qu'on n'y connaissait rien, et qu'on se retrouve dans une salle de 5000 personnes où il n'y a pas 500 personnes, forcément, on est déçu. Donc, il faut être prêt à affronter ça, quoi.
parfois, c'est pas drôle, hein, quand ça se présente, c'est pas drôle. Hein. Et est-ce que Oui. tu as toujours, parce que, foncer l'urgence, certes, mais il y a quand même des choix dans la direction. Tu dis, OK, on va là-bas, on ne sait pas trop comment. Est-ce que c'est aussi les gens avec qui tu étais autour de toi qui t'ont aussi motivé à aller dans ces directions-là? Est-ce que c'était plutôt toi le moteur et tu trouvais les gens qui t'accompagnaient? Est-ce que c'est les gens autour de toi qui te donnaient envie d'aller quelque part? Comment tu gères ça? Alors, dans la méthode, il y a des constantes. Les constantes, c'est s'entourer de gens extraordinaires. J'ai eu la chance d'avoir toujours avec moi des gens extraordinaires. Autour de moi, mes associés étaient des gens extraordinaires parce qu'ils ont eu la vision de me laisser faire ce que je voulais à côté, parce qu'ils ont eu une intuition de ce qu'on pouvait faire, de là où on pouvait trouver un marché, de comment on pouvait le faire. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir toujours avec moi des gens qui étaient extraordinaires, qui n'étaient pas parfaits. Hein. Ils avaient des énormes défauts, tout comme moi. Mais ils étaient extraordinaires, ils avaient des qualités incroyables, ils avaient, comme moi, des défauts incroyables, mais l'un dans l'autre, on fonctionnait super bien ensemble parce que nos qualités et nos défauts arrivaient à se répondre. Donc, travailler avec des gens extraordinaires, avoir une vision, même si on n'a pas de plan, si on a une vision, en attendant, ça fait l'affaire. Si on a une vision de ce qu'on veut faire et de ce qu'on ne veut pas faire, on va y arriver. Si on a la confiance en soi et la confiance des autres, parce que les autres vous ont vu faire, ils savent qu'on peut se planter, mais si on se plante, ça sera à la loyale. C'est-à-dire, on aura essayé, on aura tenté de faire un truc, on y aura cru, et à la fin, on se sera planté, je veux dire, les armes à la main, quoi. On aura été au bout du truc, quoi. Il y a un côté émouvant, hein, dans ce truc-là. Et il y a même une beauté dans l'échec. Hein. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que c'est sympa de réussir un truc, hein, c'est extraordinaire. Mais planter un truc, quand on a vraiment le sentiment qu'on a été au bout, qu'on s'est battu jusqu'au bout et qu'on a tenu, qu'on est resté là, quoi, et qu'on n'a pas bougé, c'est aussi un truc extraordinaire. Donc, il y a à la fois l'équipe et savoir que on sera là l'un pour l'autre et que ça va le faire. Il y a l'idée on a une vision, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut faire. On ne sait pas forcément comment on va le faire parce que souvent, c'est nouveau. Il n'y a pas les outils pour le faire. C'est pas défini, la route n'est pas tracée. On va essayer de construire une route, de contourner un mur ou de passer au travers, je ne sais pas. Mais on va le faire au moment où ça se présente, quoi. Donc ça, c'est les trucs importants. Et après, je peux vous faire une liste de gens que j'ai rencontrés dans ces aventures qui sont extraordinaires. Honnêtement, c'est une chance, quoi. Je suis tombé sur les bons chemins, quoi. Les bonnes personnes au bon Ouais. moment. Tu travaillais sur... Donc, tu avais eDevice, tu gérais une boîte, grosse boîte tech, etc. En même temps, tu prenais du temps pour aller travailler sur ces projets avec JR, où vous avez aussi fait des films, vous avez fait pas mal de choses ensemble. Comment tu gérais... Est-ce que tu dormais un peu plus déjà de 1 ? Non. Comment tu gérais ton temps à ce moment-là et ce focus qui était en fait sur 2 projets différents? Tu sais, on entend toujours il faut se concentrer que sur un truc, tu peux pas faire 2 choses parce que sinon tu le fais pas bien, etc. Là, tu as fait 2 choses, tu les as fait plutôt bien les 2. Comment tu gères ton temps à ce moment-là? Est-ce que c'est totalement compartimenté en disant bah voilà, maintenant je prends une année sabbatique et je fais que ça et je veux plus entendre parler de eDevice? Est-ce que c'est toujours mélangé? Ça ressemblait à quoi à ce moment-là? Alors, d'abord, c'est différent, mais dans chacun, c'était focus. C'est-à-dire, dans chaque activité, on était focus. C'est-à-dire, on suivait une ligne, aussi bien chez eDevice que sur les activités artistiques, on suivait une ligne très précise. C'est-à-dire, on savait où on allait. On savait où on voulait être à la fin, quoi. Donc, on restait focus. Maintenant, on faisait cohabiter 2 activités qui n'ont absolument rien à voir. Et qui, je ne risquais pas de rencontrer un client d'une activité dans l'autre, évidemment. C'était absolument impossible. Donc, et dans chaque activité, au début, c'était compartimenté. C'est-à-dire, j'avais un temps pour l'une, un temps pour l'autre. Après, c'était selon les périodes. Quand
une activité avait une question urgente qu'il fallait traiter maintenant, tout de suite, je me mettais dessus. Et quand c'était l'autre, je passais sur l'autre, quoi. Donc c'était alternatif, c'était en fonction des urgences et de ce qui était prioritaire à ce moment-là, quoi. Tu as bossé sur d'autres projets aussi, parce qu'on a mentionné au départ, on parlait de la pyramide de Maslow et le fait d'avoir de l'impact. Donc, tu as aussi fait des projets sociaux. On a parlé avant en camarade du projet Refectorio. Il y a le projet Collège Citoyen de France aussi, qui sont des projets plus sociaux. Tu peux en parler un petit peu aussi de ces projets-là Ouais, le Refectorio, c'est un concept italien d'un chef qui s'appelle Massimo Bottura. Et JR l'avait rencontré, avait l'idée de l'importer à Paris et avait contacté mon ami Jean-François Rial, qui était un chef d'entreprise, patron de Voyageurs du Monde, pour lui dire est-ce que tu peux travailler dessus et le gérer et créer ce truc. Et Jean-François avait adoré l'idée et donc ils ont démarré et moi j'étais en backup de Jean-François. Qui est mon ami que je connais depuis très longtemps, puisqu'il était aussi dans la technologie financière à l'époque. Et puis, on s'est retrouvés par la suite à le gérer ensemble avec Jean-François. On est coprésident, en fait, depuis on a démarré le Refectorio il y a 7 ans. Et on vit cette aventure ensemble. Et c'est assez sympa parce qu'à nouveau, c'est toujours sympa de partager une aventure. Et avec quelqu'un en qui on a confiance, avec qui on a une amitié profonde. Et c'est toujours sympa. Donc, il y a le Refectorio. On a fait pendant le Covid. Donc, le Refectorio sert tous les soirs des repas à Paris, sous l'église de la Madeleine. Il y a une centaine de personnes tous les soirs. Et c'est un service comme dans un restaurant étoilé. Et les serveurs, c'est vous, c'est moi. Et on va venir se présenter. On va servir un repas qui est un repas gastronomique cuisiné avec des invendus. Et après, on va discuter avec les gens. Et c'est pour certains la seule vraie discussion qu'ils auront eue de toute la semaine. Donc, pour eux, ça a du sens. Ça crée un moment spécial. Et c'est toujours... il y a une espèce de magie à ce moment-là. D'ailleurs, pour être bénévole, il y a une liste d'attente qu'il faut s'inscrire un an à l'avance, quoi. Il y a toujours une ligne d'attente qui est relativement importante, mais il faut s'inscrire et il faut quand même le faire parce que c'est une expérience. Donc, on avait créé ce truc qui était génial. Arrive le Covid et on a été les premiers fournisseurs de repas indépendants à Paris parce qu'on a créé Action Refectorio. Les restaurants étaient fermés et on ne pouvait pas avoir plusieurs personnes au même endroit. En fait, on a fait ouvrir une centaine de restaurants avec des chefs qui cuisinaient tout seuls dans leur cuisine. On a géré une chaîne logistique où ils recevaient des ingrédients, ils préparaient des repas, on récupérait des ingrédients sans qu'à aucun moment il y ait 2 personnes dans la même pièce, sans que les gens se touchent, etc. Donc, c'était très compliqué. Déjà, quand tu as le droit d'être 12 personnes dans une salle, c'est compliqué. Et tout était compliqué. C'est-à-dire, on ne connaissait pas la chaîne de froid parce que ça ne nous regardait pas à l'époque. On n'avait pas à gérer une chaîne de froid, mais on a dû la gérer puisqu'on transportait des aliments dans tout Paris. Les besoins étaient très mal identifiés parce que le Covid s'est présenté d'un seul coup. On faisait 5000 repas par jour et il y avait une très mauvaise identification des besoins. Heureusement, on a pu travailler avec, à l'époque, le diocèse de Paris. S'était mis sur cette mission d'identifier les besoins. Donc, on a pu travailler avec eux parce qu'ils avaient bien fait le job et qu'ils savaient qui avait besoin de quoi. Donc, et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui faisaient des choses qui n'étaient pas dans leur rôle, qui se retrouvaient à faire des choses qui n'étaient pas à eux normalement. Parce que ils ont trouvé l'opportunité, ils se sont aperçus qu'il y avait un besoin, ils se sont aperçus qu'ils avaient la compétence pour le faire, ou le réseau pour le faire, et bam, ils se sont mis à le faire. Donc c'était ce moment magique où on a trouvé un peu tous les ingrédients pour réussir à livrer 5000 repas par jour un peu partout dans Paris et à trouver les relais pour faire en sorte que les gens reçoivent des repas alors que toutes les chaînes logistiques à ce moment-là étaient brisées. Parce que... c'est dingue. On parlait un peu en off du Covid avant et cette période de chaos, mais cette période de chaos a quand même réussi à sortir des choses assez incroyables, quoi. C'est fou. Ouais, je pense qu'on a appris beaucoup. Alors, moi, j'ai passé
les premières 6 semaines chez mon beau-père qui était malade à ce moment-là. Et comme il n'était pas en forme, on s'est dit avec mon épouse qu'on allait passer un moment auprès de lui. Et on était dans sa chambre d'enfant avec 2 matelas qui étaient l'un à côté de l'autre, etc. Et même cette expérience, en fait, pendant 1 mois et demi, on n'avait pas besoin de plus que ça, quoi. C'est-à-dire, on s'habitue parfois à des trucs et le Covid a remis certains trucs en place. Et on a pu croire, on en a déjà parlé, que ça allait durer pour toujours, qu'on ne voyagerait plus et qu'on serait heureux sans voyager, que peut-être on ne serait plus à bise, on ne serrait plus la main, qu'il y aurait un monde d'après. Et en réalité, on est revenu à nos habitudes. Assez rapidement à ce qu'on connaît, etc. Ouais. C'est plus vite qu'on croit, en fait, hein, toujours. Très vite. C'est toujours la même chose. Et l'autre projet, peut-être rapidement, parce que moi, quand tu m'en as parlé, quand on a bu un café une fois ensemble, tu m'en as parlé brièvement. C'est un projet que je trouvais assez intéressant, c'est Collège citoyen de France. Ouais. Tu peux expliquer un peu ce que vous essayez de faire avec ça? Parce que je pense que nous, aujourd'hui, voilà, entre la Suisse et la France, etc., c'est quelque chose qui peut être assez intéressant et qui peut intéresser beaucoup de monde. Alors, le Collège citoyen de France, il est un peu né aussi, puisqu'il est né à ce moment-là, pendant le Covid, de l'idée qu'il y a des gens qui sont dans la société civile, qui font des choses extraordinaires, et que parfois, chez les responsables politiques, on ne retrouve pas la même expertise terrain qu'auprès du monde associatif, entrepreneurial, où il y a des compétences qui sont très précises et indispensables. Donc on a pu le voir sur le Covid. Sur le terrain, il y a des gens qui faisaient des choses extraordinaires. Donc on s'est dit qu'il serait peut-être utile de faire en sorte que ces compétences terrain, elles soient représentées dans le monde politique. Et on a créé cette école qui s'appelle le Collège citoyen de France, qui est pour les rêveurs-faiseurs, c'est-à-dire des gens qui font des choses, qui sont déjà actifs sur le terrain et qui ont le rêve d'en faire davantage. Et pour en faire davantage, il faut parfois passer par la case politique. Il faut parfois changer la législation, faire en sorte d'avoir des responsabilités où on peut implémenter à plus grande échelle ce qu'on fait. Donc c'est ça le collège. Le collège, c'est une école qui va chercher des talents qui arrivent avec peu de moyens à produire de grands effets, et on va les accompagner vers la politique, soit pour écrire des lois, si on pense qu'il y a des choses qu'il faut changer et que leur expérience peut permettre de le faire, soit pour prendre des responsabilités et être demain le maire, le député, le responsable politique qui aura le pouvoir de changer les choses en ayant comme source son expertise. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que si on simplifie, c'est un peu le modèle suisse et le modèle français. Ça veut dire qu'en Suisse, on a le plombier, le peintre, etc., qui sont des personnes, entre guillemets, civiles, qui travaillent, etc., qui vont aller se présenter, qui vont aller essayer de changer les choses. Et c'est un peu ce modèle-là que tu essayes d'amener ou de répliquer d'une certaine manière en France, quoi. Oui, et il y a un autre élément dans le modèle suisse qui est extraordinaire, c'est le consensus. L'idée que ce n'est pas ceux qui sont majoritaires qui vont imposer leurs solutions aux minoritaires, mais que c'est dans le dialogue entre les majoritaires et les minoritaires qu'on va trouver une solution. C'est ce système suisse, il est, pour moi, je le trouve fantastique, quoi. Et on parle bien du consensus, pas du compromis, pas ce qui résulte d'un rapport de force, ce qui résulte d'un rapport de raison. C'est-à-dire qu'on va se parler, on part d'un point différent, on ne va pas calculer la moyenne de nos positions. On va essayer de définir ce qui est le plus acceptable pour nous et qui répond aux objectifs de chacun. Tu veux pas une plus grande part de gâteau, tu veux un plus grand gâteau. Et surtout, tu veux qu'il soit distribué de façon à ce qu'à la fin, chacun soit satisfait avec la part qu'il a. Et ça, c'est génial, quoi. J'adore ce système suisse. Je veux dire, et oui, au collège, mon rêve, c'est d'apprendre
aux responsables, à ceux qui seront demain les responsables politiques français, à être un peu plus suisses, à savoir plus écouter, trouver des accords, arriver à l'heure. C'est ça, quoi. C'est beau, parce ça. que sans trop rentrer dans la politique française et le fonctionnement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de politiciens français qui sont formés justement à cette école qui est l'ENA. Et ça manque un peu de politiciens qui viennent justement des autres orientations de la vie, enfin, des gens qui connaissent le terrain, comme tu dis, quoi. Donc il y a un vrai besoin là-dedans. En tout cas, c'est l'impression que j'ai d'un point de vue extérieur. Je suis entièrement d'accord. Il y a à la fois la nécessité d'avoir des gens qui viennent du terrain et la nécessité d'avoir des gens qui comprennent le consensus, qui comprennent l'idée qu'on peut arriver à s'entendre, même si on ne vient pas du même horizon. Le Conseil fédéral, c'est un exemple extraordinaire. Il y a 7 conseillers fédéraux qui appartiennent à 4 partis différents, qui ne partagent pas les mêmes idées ou les mêmes visions politiques, mais qui vont réussir à se mettre d'accord et à dire publiquement qu'ils sont d'accord sur une idée qui n'était pas la leur au départ, mais qui résulte du consensus qu'ils ont construit ensemble. C'est extraordinaire. Et ça requiert une certaine humilité aussi quand même, c'est-à-dire d'accepter justement que l'idée ne vient pas de nous. En fait, c'est pas grave. On n'était pas d'accord avec. On n'était enfin, pas s'est d'accord d'accord avec, mais maintenant tu vas la défendre. Et Défendre une idée qui n'est pas la tienne, c'est Et à laquelle t'es pas extrêmement forcément difficile. d'accord. Ouais, mais c'est Et difficile. là, tu as raison. En plus, ça requiert beaucoup d'humilité parce qu'à la fin, comme tu es d'accord, on n'entendra pas parler de toi. Tu ne feras pas les titres des journaux, tu ne diras pas la petite phrase assassine qui te fera inviter au journal de 20h parce que tu auras dit quelque chose qui est volontairement provocateur et tu vas le justifier en trouvant une pirouette, etc. Non, tu ne vas pas faire ça. Quand tu es conseiller fédéral, ta mission, c'est d'arriver à trouver un consensus avec les autres. Et ta réussite, elle vient dans le fait que tu as trouvé ce consensus. Pas dans le fait que tu as traité les autres de minables et tu leur as expliqué qu'ils ne comprenaient rien. Tu ne vas rien gagner à ça. Et même la société suisse ne va pas te suivre, ne va pas admirer ça, quoi. Donc oui, il faudrait un peu plus de Suisses en France. Suicitude. De suissitude, mais il faudrait un peu plus de Suisses dans le monde, quoi. C'est-à-dire le modèle suisse, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, oui, il faudrait un peu plus de Suisses aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a parfois des gens qui sont élus avec 52% des voix exprimées et qui vont imposer leurs idées les plus extrêmes aux 48% qui ont perdu parce qu'ils ont perdu. Et puis, si demain les 48% passent à 52%, ils peuvent évidemment faire la même chose. C'est pas raisonnable, ça n'a pas de sens. Je crois que en Suisse, on a trouvé cette formule magique et je suis un amoureux de la Suisse. C'est intéressant, j'avais jamais vu ça comme ça. Ouais. Avant qu'on arrive à notre question finale, on l'a parcouru brièvement, hein, de nouveau, résumer une vie en 1 heure et demie, c'est difficile, mais tu as eu une vie passionnante. Et elle a été passionnante, à mon avis aussi, d'une part grâce ou à cause de l'entrepreneuriat. Et pourtant, tu as dit à un moment donné que dans un article que tu ne recommandais absolument pas l'entrepreneuriat. Pourquoi ? C'est dur, hein, d'être entrepreneur. Il y a des sacrifices, il y a un prix. Il faut connaître le prix. Et le prix, c'est beaucoup de travail, parfois un peu de distance par rapport à son environnement familial, parce qu'on est toujours pris. Parfois, c'est haut, c'est bas qu'on connaît. On n'est pas équanime quand on est entrepreneur, sauf quand on est un vieil entrepreneur. Mais on ne peut pas commencer en étant un vieil entrepreneur. Donc, il y a ces montagnes russes, même si on apprend un peu à les gérer et à ne pas les imposer aux autres, on les transfère forcément, quoi. Donc, il y a ce mode de vie qui est difficile. Il y a la probabilité d'échec. On entend souvent parler des entrepreneurs qui ont réussi, parce qu'on peut les inviter sur des podcasts, faire des articles, etc. Et puis eux-mêmes vont parler de leur vie. On n'entend jamais les entrepreneurs qui ont échoué parce qu'on ne les invite pas, parce que ça serait
ennuyeux d'écouter un entrepreneur qui va expliquer comment il a échoué l'une après l'autre, toutes ces entreprises, sauf si à la fin, il peut dire, à la fin, j'ai créé, etc. Et ça a marché. Mais un entrepreneur qui a tout raté, on ne va évidemment pas l'écouter. Et donc, ceux-là, ils sont nombreux. Donc, il y a beaucoup on va dire, d'échecs, parfois de douleurs, de haut, de bas, etc. Et quand on le fait, il faut savoir qu'il ne faut pas le faire. Et si on le fait en sachant qu'il ne faut pas le faire, à ce moment-là, c'est bien. On sait que c'est une connerie. Je ne devrais pas y aller, mais je vais y aller voilà, quand même. Mais je ne sais pas où je vais, mais je vais y aller quand même. Mais on sait aussi qu'il y a, voilà, la récompense, c'est la vie est plus intense quand on est entrepreneur, parce que justement, on vit ses hauts, ses bas, parce que tout a un impact, parce qu'on rencontre des gens extraordinaires. Et dans le collège, par exemple, mon plus beau cadeau du collège, c'est de rencontrer les gens avec qui on a créé ce projet, mes cofondatrices et cofondateurs, et d'avoir rencontré les gens qui sont des porteurs de projets qu'on accompagne. Et moi, je suis le très fier parrain ou tonton, il m'appelle parfois, de gens qui font des choses fantastiques, avec une énergie incroyable. Ça, c'est un cadeau. Et d'être à leur contact de ces entrepreneurs, même s'ils ne font pas un business, ils sont entrepreneurs parce qu'ils entreprennent quelque chose. Et leur entreprise, c'est de changer les mentalités, de faire évoluer les choses. Voilà, et j'ai Ferry, c'est un jeune de 23 ans qui veut sensibiliser à la question de l'environnement, en particulier dans les banlieues, qui fait un travail fantastique. Souad, une fille extraordinaire qui veut créer de l'emploi pour les femmes qui sont dans les quartiers défavorisés, en les accompagnant, en les formant à l'informatique et en leur permettant de trouver des jobs dans les boîtes, des grandes boîtes, chez Orange, chez Carrefour, etc. Des gens, Abdelali, qui est un type extraordinaire, qui met en place un système de prévention de santé dans les banlieues qui va permettre d'anticiper les problèmes de santé et donc d'en diminuer le coût par la suite. Donc, j'ai la chance de rencontrer tous ces gens-là, et ces gens-là sont des entrepreneurs, même s'ils ne le font pas comme un business, ils le font comme une vocation. Et quelque chose, quoi. Et je pense qu'ils apportent quelque chose, ils vivent plus, et rien que ça, c'est d'être à leur contact et de vivre avec eux, c'est un cadeau, quoi. C'est dingue. En tout cas, tu as l'air de croquer la vie à pleines dents et de vivre à fond. C'est assez fascinant à écouter. Et ça nous mène à notre dernière question finale, qui est, selon toi, Marco, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une belle vie ? Je ne sais pas si je peux répondre à la question, parce que j'ai eu beaucoup de chance dès le départ. C'est-à-dire, je vois des gens qui partent avec un handicap, et eux, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une belle vie ? La réponse sera plus difficile. Moi, j'ai des parents qui ont toujours été sympas, qui m'ont laissé faire toutes les conneries que je voulais faire et qui m'ont même défendu quand je me faisais attraper. J'ai une femme qui est une artiste extraordinaire, qui m'a suivi dans mes aventures, qui en a partagé les bas et les hauts, et qui était, quand j'étais dans les bas, qui m'a essayé de revenir vers les hauts, tout en continuant son travail. Donc, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un environnement favorable, j'ai eu le vent dans le dos de ce côté-là, de ce point de vue-là. Mais je pense que pour avoir une belle vie, il faut être aligné. C'est-à-dire, il faut essayer de... et c'est un travail de tous les jours. Il faut essayer de mettre en conformité ses idées et ses actions, et pas le contraire. Et pas mettre... je discutais avec un ami acteur et qui m'expliquait, je lui disais, mais comment tu fais pour jouer un salaud ? C'est un grand acteur français, et il me dit, je joue jamais un salaud. Parce que, en fait, tu peux tout justifier. Même quand je suis quelqu'un qui fait quelque chose de mal selon notre jugement moral, en fait, j'arrive à le justifier. Parce que j'ai une méthode, c'est je fais des actes et après, mentalement, j'arrive à les justifier. On les justifie toujours après. Exactement. Et il me dit, en fait, quand je suis un acteur, je fais ça. Quand je suis un être humain,
j'essaye de faire le contraire. C'est-à-dire de penser quelque chose et d'agir en fonction de ce que je pense. Et quand je suis un acteur, j'adopte la méthode où je commets des actes et je pense en fonction de ce que je commets. Je pense que l'alignement, il doit être dans ce sens-là. C'est-à-dire avoir des idées, avoir des croyances et aligner ses actes sur ses croyances, c'est pas le contraire. Super. Marco, merci mille fois pour ton temps. C'était un Merci. plaisir de t'avoir. Merci beaucoup et bon courage pour la suite des aventures. On se réjouit de suivre tous ces beaux projets que tu nous as alignés. Ouais, merci beaucoup pour les partages d'histoires, c'était vraiment incroyable. Merci. Cet épisode de La Savane a été créé en partenariat avec Omega Studio. Grâce à eux, nous sommes dans ce studio incroyable en plein cœur de Genève. C'est bien plus qu'un simple studio. Ils offrent une expérience unique et adaptée à chaque projet. Que ce soit pour votre communication interne et externe, des showcasts, des tables rondes ou des webinars, tout est possible. Que vous souhaitiez réaliser un événement en direct ou enregistré, créer du contenu ou renforcer votre stratégie de communication, Omega Studio a tout ce qu'il vous faut. C'est le studio le plus complet et le plus accessible de la région avec une vraie équipe de pros qui vous accompagne à chaque étape de votre projet avec un véritable accompagnement scénique, vocal et narratif pour faire de votre passage à la caméra une expérience réussie et inoubliable. Si vous voulez en savoir plus sur Omega Studio, on vous met le lien vers leur site internet et leur service en description. Encore merci à eux pour leur soutien.